un extrait de Nous étions debout et nous ne le savions pas. C'est un extrait qui s'appelle Renoncule. Il se situe presque à la fin du texte. Et le personnage qui parle s'appelle François. Ça vous paraît normal, ça? Un gosse qui se fait flinguer juste parce qu'il est là, au mauvais endroit, à la mauvaise heure? Tu es père, ça veut dire que tu l'aimes un peu, ce monde, alors tu donnes à ton gosse l'amour des belles choses. Qu'il ait le réflexe de la camaraderie, parce que sans ça, il finira comme un chien, et toi, même s'il doit un jour faire des RH, tu as envie qu'il le fasse bien, son job, et qu'il soit apprécié. Mais il y a peu de chances qu'il soit des RH parce qu'il a le goût de notre terre, de la terre des autres. Tu lui as donné de quoi faire face à ce raz de marée d'individualisme. On l'a emmené en vacances au bord de la mer, à la montagne, on a vu des ours, des violettes, des vautours. Il a eu droit à tout ce que tu pouvais lui offrir, c'est déjà beaucoup. Alors lui, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il apprécie ce monde, il aime les rivières, les combes, les oiseaux, les cochons, les chevreuils, les feux de bois, que sais-je. Pour autant, ça ne fait pas de lui un contestataire, non? Il adore la nature et toi, tu es là comme un con heureux parce que ton gosse, il a le respect de ces choses, il a envie de travailler dans l'environnement où l'humanitaire, ça te fait sourire. Mon fils, il va ramasser des champignons avec son grand-père Léo, ça lui fait plaisir à son grand-père, un cheminot qui m'a éduqué dans le respect de l'autre, un cheminot qui m'a dit « Ne traverse pas la vie sans aider l'autre, ne fais pas ça ». Et pourtant, il était plutôt Cato que Coco. Non, il était plutôt Coco que Cato. Léo, mon père, tout cheminot qu'il est, il m'a fait, moi, et je suis chercheur, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre dignement. Je sais que si je m'écoutais, on pourrait vivre dignement à 10, mais je ne m'écoute pas. Ou alors, pas encore. Ce n'est pas mon fils qui s'est fait tuer par une grenade explosive aux abords d'un barrage en construction. Ce n'est pas mon gosse, mais ça me fout dans une rage. Il paraît que le flic qui l'a descendu est très choqué. Je comprends qu'il le soit. C'est la moindre des choses qu'il soit choqué. J'imagine flinguer un gosse qui veut consacrer ses recherches à la renoncule. Il y a de quoi ne plus pouvoir dormir. Il croit quoi, ce type, quand il s'engage dans ce métier? Qu'il est maraîcher, moniteur de plongée, il y en a d'autres des métiers, non? Un tiers des blessés dans les manifestations sont des mineurs. Un tiers, c'est ce que m'a dit mon père. Il y a qui dans les manifs? Des voyous? Des hurluberlus de la racaille? Et alors, les hurluberlus, la racaille, ils n'ont pas le droit de manifester? Dans une manif, il y a aussi ma fille, mon fils, il y a des mères avec des bébés, des papas, oui, j'y suis allée une fois ou deux. Il y a des vieux, des riches, des pauvres, des chômeurs, des idiots, des mecs géniaux, des musiciens, des philosophes, des étudiants, des SDF, il y a de tout dans les manifs. Tout le monde a le droit de descendre dans la rue, sur les places, de dire ce qu'il veut. Merde à la fin! Je suis chargée de recherche au CNRS, les matériaux hybrides, trop compliqué à expliquer, ça n'a rien à voir avec les aéroports, les barrages, les gages de schiste, rien. Mais j'ai lu sur ces sujets environnementaux, j'habite dans le 92 et à un chiffre près, on me prendrait pour un délinquant. Ça commence à m'exaspérer, cette culture élitiste de la réussite, l'avenir radieux, croissance, tout ça, ça commence à m'exaspérer. Mon père n'a pas cru en une élévation sociale pour qu'on en arrive à ce monde-là. Il était polonais, il a bossé comme un dingue et tous, on a un métier qui fait de nous des gens aisés. Hier soir, mon père, il a pleuré devant les infos. Il a pleuré. L'histoire du gosse, là, Rémi, mort à Sivins, il m'a dit « Ne renonce pas. Ne renonce pas, Titi. » Il m'a toujours appelé Titi. En vrai, il aurait aimé m'appeler Tito, mais ça aurait nuit à ma carrière. Titi, il m'a dit, je m'appelle François, en vrai. Hein. Titi, quand même, je sais pas faire... Il faut faire quelque chose, il faudrait y aller là-bas. Il voulait lui planter un champ de renoncule. Il marche mal, mon père, quand il va aux champignons, jamais il ne dira qu'il souffre, mais il était prêt à traverser la France pour aller planter des renoncules. Non, j'ai dit, tu restes là, ça ne changera rien. Depuis que je l'ai quitté, ça gonfle en moi, parce qu'il a dit, ça aurait pu être Balou. Balou, c'est mon fils. Je ne sais pas ce que ça m'a fait. C'est monté d'un coup au cerveau, mon cerveau archaïque, je suppose, celui d'avant l'opulence et la maison dans le 92, celui de la terre polonaise, envahie et trahie, celui du mésireux, du brutalisé par l'histoire. J'ai cru que j'allais avoir un malaise sur l'autoroute, j'ai dû m'arrêter. Oui, ça aurait pu être Balou qui a déjà fait un camp climat, je ne sais pas quoi, je m'arrête sur une aire d'autoroute. J'appelle ma femme, Lisette, il est où Balou? Elle ne sait pas, il est où mon fils?
Et là, sur cette aire d'autoroute, cet espace hors temps et hors beauté, un camion qui transporte des bestiaux s'arrête, le chauffeur descend, il va aux toilettes, je sors, je m'approche du camion, je vois des bêtes entassées, 2 étages de veaux entassés qui vont Dieu sait où, probablement pas en estive. Et là, je vomis. Je vomis un monde qui laisse mon vieux père en larmes devant la mort d'un gosse assassiné. Je vomis un monde qui agglutine plus de 100 jeunes bêtes épouvantées dans un camion. Un monde qui n'enterre pas les migrants percutés sur une autoroute. Des migrants que des nantis comme moi sont effrayés à l'idée d'accueillir au bout de leur rue. Il est où, mon fils ? Le type aux bestiaux repart, je vais boire un café, j'appelle Balou 10 fois, je me dis que si ça se trouve, il est là-bas, là où le jeune est mort. Si ça se trouve, il est... Je chiale. Et tout à coup, j'entends S'il vous plaît, monsieur, vous allez où ? Et à ce visage de gamine de 20 ans, cheveux en bataille, un brin timido-arrogante, je réponds Je ne sais pas. Nous cherchons une voiture pour Calais, répond-elle. A priori, je vais dans l'autre sens retrouver le 92, mais je ne le lui dis pas. Dehors, un jeune gars aux yeux clairs, dreadlock et compagnie l'attend, sourire, en bandoulière. J'appelle Lisette, je retourne voir papa, je t'expliquerai. Je prends un autre café et je préviens mon père. Je reviens, j'ai oublié un truc. Et j'embarque Ludo et Tiphaine qui vont à Calais faire je ne sais pas quoi avec des no-borders dans la jungle de Calais. Je ne sais même pas ce que c'est que des no-borders, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Ce sont aussi des matériaux hybrides, mais humains, à ce que je crois en percevoir. En revanche, la honte de la jungle, j'ai bien compris. Je les ai beaucoup fait rire, je crois. En les quittant, j'ai juste dit « Faites gaffe les deux, hein ». Je ne leur ai pas dit merci, pourtant je n'avais plus envie de pleurer. Lorsque je suis arrivée chez mon père, il avait déjà préparé un sac pour partir le lendemain. On a mangé une dzurek, une soupe polonaise à la saucisse, héritage des congélations de ma mère, et on a bu un verre de vodka. Je me suis dit que je risquais de le flinguer avec ce voyage. Quand Balou a appelé le lendemain, on était déjà carrément arrivé à Sivins. À ce que j'ai compris, mon fils était en week-end avec Angie, une jeune Anglaise visiblement très accaparante. Il s'excusait de ne pas avoir pu appeler plus tôt. Je ne sais pas ce qu'il a pensé du fait que son père Titi et son pépé Léo étaient en route pour le sud-ouest pour aller planter des renoncules. J'ai cru sentir qu'il était fier. Moi aussi.